Alors, bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, nous allons voir le fonctionnement de iptables, qui est ce qu'on pourrait qualifier de pare-feu natif dans la plupart, même dans toutes les distributions Linux. On le qualifie de pare-feu, mais en réalité, c'est plutôt un filtre sur tout ce qui passe sur une interface. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Comme je le mentionnais, iptables, c'est un filtre. Donc, comme tout bon filtre, ça va bloquer certaines choses et ça va laisser passer certaines choses. Donc, iptables regarde tout ce qui arrive sur les interfaces d'un autre sur le réseau. Et ensuite, à la base, il va utiliser ce qu'il trouve dans les entêtes IP des paquets qui arrivent sur les interfaces. Et ça va utiliser les valeurs dans les champs de cette entête-là pour décider ensuite, selon un ensemble de règles, qu'est-ce qu'on fait avec le paquet qui vient d'arriver. Donc, iptables peut regarder l'adresse source d'un paquet, la destination d'un paquet ou le protocole encapsulé à la couche de transport. À la base, iptables va regarder toutes les interfaces, mais on peut spécifier une interface en particulier. C'est pratique parce que ça arrive quand même assez souvent qu'on ne veut pas nécessairement appliquer les mêmes règles sur toutes les interfaces. Puis aussi, on a la notion de direction. Il y a sur une interface des paquets qui arrivent vers l'autre, qui rentrent dans l'autre si on veut, puis il y a des paquets qui en sortent. Donc on peut décider d'appliquer une règle en fonction de cette direction-là, en entrée ou en sortie. Ça, c'est ce qu'on va faire dans ce qu'on appelle les chaînes de règles, mais on y reviendra tout à l'heure aux chaînes. Puis ensuite, une fois qu'on a identifié une trame, on doit décider ce qu'on fait avec. Donc, l'action qu'on va exécuter sur cette trame-là. En gros, ça consiste en deux choses. Soit on l'accepte, soit on le rejette. Donc, supposons qu'on veut créer une règle qui va refuser toutes les trames qui proviennent d'une adresse spécifique, disons 10.0.0.10. Donc, à quoi ça va ressembler, la spécification de cette règle-là? C'est une règle qui va devoir s'appliquer sur les trames entrantes. Donc, on va spécifier input. On n'a pas besoin de spécifier l'adresse de destination, parce que ce sont des trames entrantes. Donc, la destination, c'est fort probablement notre adresse à nous. Si on veut que ça s'applique sur n'importe quelle interface, on ne spécifiera pas d'interface. Si ce sont les trames qui viennent de l'adresse IP 10.0.0.10, alors ça fait partie d'un champ dans le datagramme, dans l'entête du datagramme IP, et c'est le champ source. Alors on a l'option S, et là on spécifie l'adresse 10.0.0.10. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les trames qui correspondent à ça? On veut les bloquer, en fait on ne veut pas les laisser passer, donc là on a l'option J, et on va spécifier ce qu'on veut faire avec, la cible, l'action ou le target, comme on le voit ici. On va spécifier drop pour laisser tomber ces trames-là. Une autre règle maintenant. Supposons qu'on veut empêcher notre hôte de contacter le serveur DNS de Google à l'adresse 8.8.8.8. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que DNS, c'est le protocole UDP, on a déjà cette possibilité-là dans les critères qu'on peut spécifier dans notre règle. Protocole de transport, ça va être UDP. Puis on a l'adresse IP de destination. Cette fois-ci, on veut empêcher notre hôte d'envoyer des messages à cette adresse-là. Ça ne sera pas une règle input, ça va être une règle output, n'importe quelle source, n'importe quelle interface. Cette fois-ci, la destination, c'est 8.8.8.8. Cette fois-ci, on va spécifier la destination. Et aussi le protocole, on le sait, P, c'est l'option pour protocole, UDP. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces trames-là qu'on attrape selon ces critères-là? On veut aussi les bloquer, donc on fait drop. Donc ici, on a vu la spécification de deux règles avec des options. Ici, je reviendrai plus tard, les options, mais c'est au moins pour qu'on voit, grosso modo, comment ça fonctionne. Deux choses à ajouter. Premièrement, l'ordre des règles est important. Pourquoi? Parce que les règles vont s'appliquer en séquence et ça se pourrait très bien que l'application de certaines règles avant d'autres empêche une règle plus loin de s'appliquer.
On va regarder un exemple. Supposons que j'ai deux règles sur le trafic entrant. Donc, une première règle, input, qui va accepter toutes les trames qui viennent de 10.0.0.10. Donc, input, source 10.0.0.10. Qu'est-ce qu'on fait avec ces trames-là? On les accepte. C'est suivi par une deuxième règle qui dit que toutes les trames dont le protocole encapsulé est TCP sont rejetées. Si ces deux règles-là sont appliquées dans cet ordre-là, alors les messages qui viennent de 10.0.0.10 avec le protocole TCP vont passer. Tous les paquets TCP qui viennent d'ailleurs que 10.0.0.10 seront bloqués, étant donné la deuxième règle dans cette liste. Mais si j'inverse ces deux règles, s'il y a une trame qui arrive avec le protocole TCP encapsulé de l'adresse 10.0.0.10, la première règle qu'elle va frapper, si on veut, ça va être celle-ci, et donc elle sera rejetée. Et la deuxième règle qui tout à l'heure acceptait cette trame-là, cette fois-ci, elle n'aura même pas l'occasion de s'appliquer. Okay, donc l'ordre des règles est très important dans iptables parce qu'il y a certaines règles qui peuvent empêcher des règles plus loin dans la liste de s'appliquer. Deuxième chose à dire, les actions ou les cibles. Pour l'instant, on a vu accept, on a vu drop, mais il y a aussi reject, qui est similaire à drop, mais qui donne un feedback différent sur l'expéditeur de la trame IP. En gros, lorsque une règle dit drop, la trame IP sera simplement refusée et il n'y aura absolument rien que l'expéditeur saura de ce qui vient de se passer. Dans le cas de reject, il y a un message ICMP qui va être envoyé à l'expéditeur, qui peut dire que l'autre est impossible à rejoindre. C'est un message ICMP standardisé, là, host unreachable. Donc ça, c'est la différence entre les deux. On peut assez facilement voir l'effet de ça. Donc là, je suis sur une VM qui s'appelle défense, DFNS. Je vais créer une règle de pare-feu. Donc, sudo iptables add une règle d'entrée, input. La source 172.16.48.1, l'adresse IP à partir de laquelle je vais faire un ping sur cette machine-là. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est un drop. L'adresse IP de la machine en cours, c'est 48.151. Donc, si je fais ping 172.16.48.151, vous voyez que là, le ping ne se rend pas et je n'ai aucun feedback. Donc, j'arrête ça. Je retourne sur ma VM. Je vais supprimer la règle avec iptables. Oups. Sudo iptables f. Et je vais refaire une règle similaire, mais au lieu de faire un drop à la fin, je vais faire un reject. Puis on va voir la différence que ça donne. Et donc là, vous voyez, ça me dit que la destination ne peut être rejointe. Ça, c'est iptables qui retourne un message ICMP pour me signaler que c'est impossible de rejoindre la destination. Okay, donc, tout dépendant du niveau de discrétion qu'on veut atteindre, on peut choisir de mettre reject ou drop à la fin de notre règle pour donner ou non du feedback à ceux qui essaient de se connecter mais qui n'y arrivent pas. Donc, on a vu qu'il y a accept, drop et reject comme cible possible. Sauf que ça ne fait pas de sens si on ne voit pas qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle une politique ou une policy dans iptables, qui est simplement le comportement par défaut d'un pare-feu. Un pare-feu, ça a deux comportements par défaut. Soit ça bloque tout, soit ça accepte tout. iptables, de la façon qui est configurée dans tous les Linux, il accepte tout. Mais on peut changer ça. Si iptables est configuré pour tout accepter par défaut, les règles de type accept, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'en définir parce que de toute façon, tout est accepté.
Donc, quand notre pare-feu est configuré pour tout accepter, les règles, leur fonction principale, c'est de rejeter ou laisser tomber les paquets, empêcher les trucs de rentrer ou sortir. À l'inverse, lorsqu'un pare-feu est configuré pour tout bloquer, a priori, nos règles, elles vont être utiles pour laisser passer seulement certaines choses, donc accepter certaines trames selon des critères spécifiques. Dans un pare-feu, habituellement, la stratégie, c'est de tout bloquer ce qui rentre en input et de tout accepter ce qui sort, de tout laisser passer ce qui sort. Si on retourne dans notre VM où on a fait notre règle tout à l'heure, on peut lister les règles qui ont été rentrées et voir quelles sont les politiques par défaut qui sont appliquées dans notre filtre. Pour ça, on fait sudo iptables L, majuscule pour list. Là, vous voyez qu'il y a 3 chaînes. La chaîne input, forward, output. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, ce qu'on voit surtout, c'est que dans les 3 cas, la politique, elle est d'accepter. On accepte ce qui rentre en input, on accepte ce qui sort en output. Et si notre VM était un routeur, donc avait 2 interfaces et routait des paquets d'un réseau à l'autre, d'une interface à l'autre, là, la chaîne forward serait utilisée. Mais celle-ci aussi, sa politique, c'est d'accepter. Comment on change ça? C'est pas très compliqué. C'est encore une commande sur iptables, donc sudo iptables p pour policy, input drop. Et là, si on veut revoir nos règles, là, vous voyez que pour tout ce qui est en entrée, la politique, c'est de bloquer. Donc là, c'est pas utile dans cette chaîne-là de faire des règles drop ou reject, parce que de toute façon, tout est bloqué. Ce qui serait utile dans ce cas-ci, c'est de faire des règles dont la cible est d'accepter pour seulement laisser passer certaines choses, certaines trames, en fonction de besoins spécifiques, comme par exemple, si notre VM est un serveur HTTP, on va laisser passer tout ce qui rentre au port 80, par exemple. Et là, vous allez dire, attends une minute, comment ça se fait qu'on parle du port 80 pour du HTTP, alors que là, ce qu'on a vu, c'est que iptables ne fait que bloquer des trames en fonction des valeurs dans les entêtes IP. Dans les entêtes IP, on ne sait pas c'est quoi le port de destination ou le port source. Effectivement, si iptables ne fonctionnait qu'en filtrant uniquement les entêtes IP, ça serait beaucoup moins puissant que ce que c'est. Ça ne serait pas un vrai de vrai pare-feu. Un vrai de vrai pare-feu a besoin d'aller chercher d'autres informations. Dans les entêtes, d'autres choses que IP pour être capable de bien faire son travail. Mais ça ne fait pas partie de la version, disons, originale de iptables. iptables, ça fait longtemps que ça existe là, comme outil. C'était des filtres à l'origine qui se basaient seulement sur les entêtes IP. Mais depuis, on a développé des extensions. Ces extensions-là viennent sous la forme de modules. Et il faut les introduire avec l'option M à la commande iptables. De la même façon qu'on utilise P pour le protocole, S pour la source, D pour la destination. Si on veut aller dans d'autres entêtes que les entêtes IP, ou si on veut aller chercher d'autres fonctionnalités de iptables, il faut appeler le module avec M. Les modules disponibles, il y en a un pour TCP, qui nous permet de regarder dans les ports sources et les ports destination. Il y a un module pour ICMP, un module qui nous permet de filtrer la couche en dessous. Lorsqu'on est sur un réseau Ethernet, on peut filtrer par adresse MAC avec le module MAC. Ensuite, il y a 2 modules qui ne se basent pas sur les entêtes, mais plutôt string, où on peut faire de la reconnaissance de chaînes de caractères dans une trame qu'on reçoit sur l'interface. Et aussi set qui nous permet de comparer certains éléments de l'entête IP avec des listes dans des fichiers. Donc, par exemple, si on veut se faire des listes d'exclusion ou d'inclusion, on peut utiliser le module set. Il y a énormément de modules qui sont disponibles. La meilleure manière de savoir c'est quoi, c'est d'aller lire la documentation, donc Man iptables extensions. Ça devrait vous amener tous les modules possibles avec tous les arguments possibles pour chacun de ces modules-là. Mais juste pour vous donner un exemple, si justement on prend le cas où on a une règle qui agit sur les paquets entrants et dont on veut qu'elle accepte ce qui est à destination du port 80, si on a une politique drop qui bloque tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va spécifier une règle qui dit module TCP et ensuite une option spécifique à ce module-là
Je vais le mettre en dessous pour qu'on voit mieux. Dport 80. Donc, port de destination 80. Donc ça nous... Puis dport, c'est seulement utilisable avec le module TCP. Évidemment, on pourrait aussi utiliser sport. Donc, le port source. Donc, si je voulais me créer une règle, je ne montrerai pas de serveur web là, pour la tester jusqu'au bout, mais juste pour la rentrer dans la liste des règles, je vais déjà supprimer la règle existante. Oups, ça va prendre un sudo. Voilà. Je reviens derrière. Toutes les règles ont été rejetées, ont été effacées. Donc maintenant, sudo IP tables add input protocole TCP. Très important de le mettre. Si on ne le met pas, on ne pourra pas charger le module TCP. Il faut spécifier le protocole TCP pour pouvoir charger le module TCP. Sinon, ça génère une erreur. Donc ensuite, module TCP, port de destination 80. Et qu'est-ce qu'on veut faire lorsque notre règle repère une trame qui correspond à ces spécifications-là? On veut l'accepter. Voilà. Donc, sudo iptablesList. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on a dans notre chaîne input qui rejette tout parce qu'il est à drop, la règle qui accepte les trames TCP qui viennent de n'importe où à destination de n'importe où et qui sont à destination du port TCP 80 qui correspond à HTTP. OK. Donc, quelque chose qui est assez important dans iptables, c'est la notion de chaîne. Aussi la notion de table, mais surtout la notion de chaîne. On se doute bien que les règles qui touchent les paquets entrant input, ce n'est pas les mêmes règles qui touchent les paquets sortant output. Si on les mettait toutes dans un seul fichier, ça serait quand même assez problématique parce qu'il y a des règles qu'on aimerait appliquer dans certains contextes, mais pas dans d'autres contextes. Comme par exemple, on peut vouloir refuser les paquets à destination du port TCP 80 sur la machine locale, mais on les accepte si on les transmet entre deux réseaux. Donc là, on aurait les paquets à destination du port 80 local bloqués dans la chaîne input, mais autorisés dans la chaîne forward. Donc, iptables a une structure où il y a des chaînes qui sont prédéfinies. Il y a 5 chaînes possibles dans iptables. Une chaîne qui s'appelle pre-routing, une chaîne qui s'appelle post-routing, une qui s'appelle forward, ensuite input et output. On peut en créer nous-mêmes des chaînes, mais généralement, ces 5-là sont largement suffisantes pour la plupart des besoins. iptables, c'est conçu pour fonctionner sur n'importe quel système qui a des interfaces. Maintenant, ça, c'est autant des stations de travail ordinaires que des serveurs, que des routeurs. Ça peut être plein de choses. Donc là, jusqu'ici, on avait vu les tables input et output, mais lorsque iptables roule sur un serveur, il y a certainement des règles particulières qui vont devoir s'appliquer dans les cas où un paquet ne fait que passer à travers l'autre, qui va être routé d'un réseau à l'autre. Si on veut tenir compte de tous les cas de figure possibles d'utilisation de iptables, ben on a le petit graphe qu'on voit ici. Autrement dit, lorsqu'une trame arrive du réseau, la première chaîne qu'elle va frapper, c'est la chaîne pre-routing. La trame, elle arrive. L'autre n'a pas décidé encore si cette trame-là doit être routée sur un autre réseau ou si elle est à destination de l'autre courant. Ça, il va le savoir lorsqu'il va voir l'adresse IP de destination dans son en-tête. Mais il y a peut-être des règles à appliquer à ce moment-là, avant que l'autre ait décidé si ce paquet-là doit être routé ou si il lui est destiné. Ensuite, l'autre va lire l'adresse de destination dans la trame. Et si c'est un routeur, ben il va décider si la trame est à destination de lui-même ou si c'est à destination d'un autre réseau. Si c'est à destination d'un autre réseau, c'est les règles dans la chaîne forward qui vont s'appliquer. Donc ça, c'est des règles qui s'appliquent exclusivement aux trames qui sont routées. Aucune autre. Si les trames ne sont pas routées et qu'elles sont à destination de l'autre courant, alors là, c'est les règles de la chaîne input qui vont s'appliquer ensuite.
Une fois que ces règles-là sont appliquées, ben, si la trame n'est pas rejetée ou droppée, son contenu va être envoyé en haut de la pile TCP, donc jusqu'à la couche application. Maintenant, une trame qui a pour origine l'autre en cours, la première liste de règles auxquelles elle va être soumise, c'est celles qui sont dans la chaîne output. Et ensuite, à la fin, juste avant que soit envoyé sur le réseau des trames, qu'elles proviennent de forward ou de output, ben, il y a une chaîne qu'on appelle post routing qui contient toutes les règles. En fait, les règles qu'on veut qui s'appliquent à toutes les trames qui sortent, peu importe si elles ont une origine locale ou qu'elles proviennent de routage d'un autre hôte. Bon, ça c'est un modèle avec 5 chaînes. Maintenant, ces 5 chaînes-là ne s'appliquent pas toujours. En fait, elles s'appliquent jamais en même temps. Pourquoi? Parce qu'en plus des chaînes, il y a des tables dans iptables. La table par défaut, c'est la table qu'on appelle filter. Tout à l'heure, quand je créais une règle dans ma VM, je ne mentionnais pas la table dans laquelle je voulais que cette règle-là soit inscrite. Pourquoi? Parce que la table filter, c'est la table par défaut et c'est dans cette table-là que, généralement, on met tout ce qu'on veut mettre. Mais il y en a d'autres. Puis la particularité des tables, c'est qu'elle n'inclut pas toutes les chaînes. Par exemple, la table filter n'inclut que la chaîne input, forward et output. On ne peut pas créer une règle dans la table filter et dire que c'est dans la chaîne pre-routing ou post-routing. C'est impossible. Donc, en gros, lorsqu'on crée une règle par défaut sans spécifier la table, on a juste 3 chaînes à notre disposition, input, forward et output. Il y a une autre table qui s'appelle NAT, qui sert à spécifier justement des règles pour faire de la traduction d'adresse, NAT, Network Address Translation. Et lorsqu'on crée des règles dans la table NAT, encore une fois, on n'a pas accès à toutes les chaînes, on a seulement accès aux chaînes pre-routing, input, output et post-routing. Donc, si par exemple, on voulait écrire une règle comme... donc, ces combinaisons-là entre les tables et les chaînes sont assez importantes. Donc, si je fais par exemple sudo iptables t pour spécifier la table, je dis tiens, la table NAT. Dans la table NAT, je n'ai pas le droit d'utiliser la chaîne forward, mais si j'essaie de l'appeler comme ça, en disant ajoute une règle à la chaîne forward, qui dit par exemple de tout ce qui a pour origine 10.0.0.10 et que je dis que je veux l'accepter, ben là vous voyez que ça me donne une espèce d'erreur. Ça me dit qu'il n'y a aucune possibilité de combiner, aucune possibilité d'utiliser cette chaîne-là dans ce contexte-là. Bon, je ne veux pas aller trop dans les détails des chaînes et des tables. Ce qui est important de retenir, c'est que dans la table filter, on a input, forward et output. Dans la réalité, on va se servir principalement de input et output, sauf quand on commence à avoir des cas un peu plus spécifiques. Ça va beaucoup plus loin, mais on va en rester ici pour l'instant. Ok, maintenant parlons un peu de la commande iptables elle-même. Je l'ai utilisée à quelques reprises sur ma VM, mais on va voir un peu c'est quoi les options possibles pour la commande. Donc la syntaxe, elle est assez simple. iptables, ensuite on spécifie la table avec l'option T. Par défaut, je l'ai dit juste avant, la table, si on ne spécifie pas une table en particulier, ça va être filter qui va être utilisé. Ensuite, on doit spécifier une commande. Tout à l'heure, j'ai utilisé F comme commande pour supprimer les règles écrites dans ma chaîne. J'ai utilisé L pour en faire la liste. J'ai aussi utilisé A qui permet d'ajouter une règle. Il y a aussi D qui permet de supprimer une règle. Et P, tout à l'heure, je l'ai utilisé pour changer la politique entre drop et accept. Okay. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les commandes principales. Ensuite, ce qui est important, c'est la spécification des règles. Il y a encore une fois plusieurs options, mais les options principales sont celles-ci. On peut nommer une interface sur laquelle on veut que la règle s'applique. Je pourrais dire par exemple
ENS 133 si j'avais une interface qui s'appelait ENS 133 sur ma VM. Et là, la règle s'appliquerait seulement sur cette interface-là. On a vu aussi l'option P qui nous permet de spécifier le protocole encapsulé par IP. Donc, ça peut être UDP, TCP, ICMP, etc. Suite à ça, selon le protocole, parfois on peut spécifier des modules. Il y a certains modules qui ne nécessitent pas particulièrement un protocole spécifique, mais on a vu tout à l'heure que pour le module TCP, ça prend le protocole TCP également spécifié. Puis ensuite, on a vu aussi adresse IP source, adresse IP de destination. Donc, je vais faire 3 petits exemples de règles pour qu'on voit un peu mieux comment ça fonctionne. Supposons que là, ce que je veux faire, c'est empêcher mon hôte, pour une raison quelconque, de contacter un serveur DNS. Donc, DNS, on s'en souvient tous, ça correspond au port 53 UDP. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais devoir spécifier le protocole UDP, le module UDP correspondant, et là, spécifier le port de destination. Si on lit la documentation pour le module UDP, spécifier un port source ou destination, c'est comme pour le module IP, c'est avec -D port ou S port, tout dépendant. Donc, cette règle-là, elle ressemblerait à ceci. Sudo iptables add output, cette fois-ci, c'est une règle de sortie. Si on voit dans la chaîne output, la politique, c'est d'accepter, donc de laisser passer. Donc là, ce que je veux faire, c'est si je veux bloquer les requêtes DNS, je vais devoir faire un drop. Je vais commencer par spécifier le protocole UDP, le module correspondant UDP et le port de destination dport 53. Ce que je veux faire, c'est un drop. Donc, si vous voyez bien, la règle ici, dans la chaîne output, on la voit. Elle vient d'être ajoutée. Un autre exemple, tiens, supposons que je suis un serveur DNS et je veux donc accepter les requêtes DNS vers moi-même. Donc, je vais commencer par effacer la liste. La règle sera donc sudo iptables add input protocole UDP module UDP port de destination 53. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'accepte. On voit la règle ici qui fait partie de la liste de la chaîne input. Puis finalement aussi, on peut mettre comme critère dans une règle des réseaux au complet. Avec la notation CDR, c'est possible. Donc, supposons que je veux que, à partir de mon interface ETH0, ça soit impossible pour tout ce qui sort de mon hôte de rejoindre le réseau 10.0.1.0/24. Qu'est-ce que je vais faire? Sudo iptables output destination 10.0.10.0/24. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque. Voilà. Donc, la destination ou la source, ça peut être des réseaux autant que des autres. Pour terminer, 2 commandes très utiles. Depuis tout à l'heure, je ne fais que taper des règles une à la fois sur la ligne de commande en disant A pour ajouter. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les règles, c'est ordonné. Donc, si j'avais entré 5 ou 6 règles dans une même chaîne et que là, je voulais changer l'ordre, ça pourrait être un peu pénible. Ça se fait. On peut déplacer des règles avec la commande iptables directement de la ligne de commande, mais ça serait quand même pas mal plus simple de travailler sur un fichier et d'ordonner les règles un peu comme on veut, puis ensuite appliquer ça tout d'un coup. Donc, il y a 2 commandes pour ça, iptables save et iptables restore. Iptables save, ça permet de prendre toutes les règles qui sont en mémoire, qui sont utilisées, et à la base de les afficher à l'écran. Tout ce qu'on a à faire, c'est rediriger ça vers un fichier. Généralement, ça va être etc. iptables.conf, mais ça pourrait être autre chose, là, peu importe. Et ça va nous permettre de sauvegarder les règles dans un fichier.
IPTables Restore, ça fait le contraire. Ça nous permet de mettre en mémoire un ensemble de règles qui sont envoyées à l'entrée standard. Donc, c'est fait pour être utilisé avec la redirection de fichiers aussi. Sauf que ce qu'on va faire lorsqu'on veut restaurer un fichier avec IPTables Restore, on va juste changer la direction dans la commande ici. Donc, petit exemple tout simple, je retourne dans ma machine virtuelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sauvegarder les règles dans un fichier, effacer les règles, puis ensuite les restaurer à partir du fichier. Bon, si je fais simplement sudo iptables save, là, vous allez voir que ça s'écrit à l'écran. Et vous voyez que c'est un format différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une façon à peu près standard de le représenter. Vous voyez que sous chaque nom de chaîne pour chaque table, on a la table en haut NAT avec chacune des chaînes qu'elle contient et il n'y a aucune règle là-dedans. Ensuite, la table Filter où là on a les chaînes Input, Forward, Output et dans Output, on a les deux règles qu'on a mises tout à l'heure. Évidemment, il n'y a pas le sudo iptables avant parce que tout ce qu'on a ici, c'est les spécifications de la règle elle-même, donc les arguments de la commande iptables. Si je veux envoyer ça dans un fichier, je fais sudo iptables save et je vais sauvegarder ça dans etc. iptables conf. Bon, ça ne semble pas fonctionner, même avec le sudo, donc je vais faire sudo su et refaire la même commande iptables save rediriger vers etc. iptables.conf. Voilà. Donc si je fais cat, en fait là je pourrais faire nano etc. iptables.conf. Dans ce fichier-là, modifier les règles à ma guise, en ajouter, changer les paramètres, les réordonner. Je vais supprimer les règles en mémoire actuellement. On va bien voir que là, il n'y en a plus. Elles sont toutes effacées. Mais elles sont toujours dans mon fichier de configuration. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est iptables restore à partir du fichier etc. iptables conf. Et là, si je veux revoir la liste, on voit que mes deux règles sont là. Donc voilà pour iptables et la matière d'aujourd'hui. Il y aura des petits exercices complémentaires à cette vidéo à remettre au prochain cours. Donc merci beaucoup et à bientôt.